Je m'appelle Antoine Laborde et je vais vous présenter un travail que je réalise pendant ma thèse actuellement. C'est une thèse qui est l'issue d'un partenariat entre l'AgroParisTech, l'INRA et Greentropisme. Et je vais vous parler d'imagerie hyperspectrale dans le cadre de la détection sous pixels de farine de cacahuète dans la farine de blé. Donc juste quelques mots pour commencer sur pourquoi je m'intéresse à la cacahuète dans le blé. C'est parce que la cacahuète représente un allergène majeur dans l'industrie agroalimentaire. Donc il y a plusieurs raisons pour ça, d'où le fait que les personnes allergiques à la cacahuète sont allergiques à un taux qui peut être assez faible et les conséquences peuvent être assez graves. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à ça. Et puis on peut très bien se poser la question de savoir si l'imagerie dans le proche infrarouge permet de détecter la cacahuète, par exemple, dans la farine de blé. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été montré et c'est intéressant de pousser le raisonnement plus loin. Pour dire quelques mots à propos des échantillons utilisés, donc vu que je m'intéresse à la cacahuète et à la farine de blé, j'ai choisi d'homogénéiser un peu les échantillons en prenant de la farine des deux côtés. Donc c'est aussi intéressant d'un point de vue de la cacahuète parce que la cacahuète classique telle qu'on la connaît va avoir une forte empreinte aussi lipidique et ça va donner plus de motifs spectrales qui vont permettre de différencier la farine de blé et la farine de cacahuète. Du coup, en enlevant cette composante-là, je rends le problème un peu plus complexe, donc un peu plus intéressant d'un point de vue détection. Et c'est les deux spectres que vous voyez ici, ce sont les spectres moyens, donc sans prise en compte de la variabilité, de la farine de cacahuète et de la farine de blé. Donc c'est ces choses-là qu'on va essayer de démélanger dans notre problématique hyperspectrale. Alors, la problématique sous pixels vient du fait que lorsqu'on prend des images avec la caméra en question, on va obtenir des pixels qui ont la taille d'à peu près 250 micromètres, alors que les particules de farine sont situées en termes de taille en dessous de 200 micromètres. Donc ça veut dire que pour chaque pixel, on est obligé de faire l'hypothèse qu'on va avoir un mélange de signatures spectrales et donc on ne va pas obtenir des produits purs au niveau des pixels et donc que la détection est compliquée puisqu'il faut passer par le démélange. On sait aussi que en mélangeant deux farines, a priori on ne peut pas faire d'hypothèse sur la position des particules de cacahuète, donc on ne peut pas utiliser d'algorithmes qui prennent en compte de propriétés spatiales dans l'image. Donc pour faire cette étude, j'ai fait quelque chose d'assez simple finalement, c'est-à-dire que j'ai mélangé de la farine de blé et de la farine de cacahuète dans différentes proportions, donc de 20% jusqu'à 0,02%, ce qui représente à peu près 200 ppm. J'ai mis ça dans des socles et je les ai mesurés avec une caméra hyperspectrale, donc de 1000 à 2500 nanomètres. Je fais l'hypothèse que les échantillons sont homogènes, j'ai pas vraiment le choix, je sais que c'est à peu près faux, mais j'ai pas trop le choix. Donc, dans un premier temps, on peut avoir une approche ce que j'appelle target correlation, c'est-à-dire que pour chaque pixel de l'image, je vais essayer de voir si ce pixel est corrélé à la signature spectrale de la cacahuète, donc la signature spectrale moyenne finalement. Donc pour faire ça, on peut avoir cette approche-là, c'est-à-dire qu'on prend les images des composés purs, donc de la farine de blé et de la farine de cacahuète, on déplie le cube hyperspectral pour obtenir une matrice, et puis on va appliquer le coefficient de corrélation avec le spectre de la farine de cacahuète, et on va obtenir autant de valeurs que de pixels, on va pouvoir construire des histogrammes. Donc dans ce cadre-là, on obtient ces histogrammes-là, c'est-à-dire que a priori, on arrive à trouver un score de corrélation qui dit si on est au-dessus de 0,985, apparemment c'est de la cacahuète. Sauf que quand on regarde de plus près, en fait, on voit qu'on a un recouvrement des deux histogrammes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas trouver de seuil de score de corrélation qui puisse permettre de faire cette identification. Alors, une des interprétations de ce résultat, c'est que c'est peut-être normal quelque part, puisque dans ce score-là, je ne prends pas en compte la variabilité des échantillons. Donc je vais essayer de trouver une solution qui peut permettre de prendre en compte cet aspect variabilité. Cette solution, en tout cas j'ai essayé de la trouver via un algorithme de détection qui s'appelle l'Adaptive Match Subspace Detector, l'AMSD. Et donc l'idée, c'est de pouvoir sur chaque pixel décider si oui ou non il y a la présence de cacahuètes. Donc l'idée, c'est d'appliquer en fait cet algorithme sur chaque pixel. Comme j'ai dit avant, il n'y a pas d'hypothèse sur la spatialité des données, donc je le fais sur chaque pixel de manière indépendante. Alors ce détecteur, il se base sur une hypothèse de linéarité au niveau des mix des signatures spectrales, c'est-à-dire que je vais considérer que mon spectre X est un mélange linéaire entre la cacahuète et de la farine de blé. C'est le principe de base sur lequel je m'appuie. Alors,
pour mettre en place ce détecteur, je le fais en 3 étapes. La première étape, il s'agit de construire les sous-espaces qui vont représenter la variabilité de ma cible, donc la cacahuète, et du background, c'est-à-dire de la farine. Dans un deuxième temps, je dois choisir les paramètres du détecteur. Donc un premier paramètre, c'est la dimension des sous-espaces dont je viens de parler juste avant. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur du seuil que je dois utiliser pour dire si oui ou non il y a détection. Et au final, on peut appliquer ce détecteur dans toute la démarche sur les images tests, donc là où j'ai mélangé la farine de blé avec la farine de cacahuète. Donc dans un premier temps, je vais expliquer comment j'ai fait pour modéliser la variabilité de la cacahuète et de la farine de blé. Donc j'ai utilisé les images pures, vu que sur une image, je peux acquérir en fait la variabilité d'un échantillon de farine et de cacahuète. Et en faisant ça, j'espère avoir une bonne estimation de cette variabilité. Donc pour faire ça, j'ai déplié les images pures. Et ensuite, j'ai appliqué la non-negative matrix factorization. Alors j'ai fait ça pour obtenir des signatures spectrales qui étaient positives avec des scores d'abondance qui étaient positifs. Parce que dans le cadre du modèle de mix linéaire, ça a une certaine cohérence. Enfin, en tout cas dans cette étude-là. Et du coup, avec ça, je vais obtenir ce qu'on peut appeler des loadings. On va en obtenir n. Si on choisit le paramètre n à 1, on obtiendra un loadings, 2, ainsi de suite. Et donc, je vais obtenir 2 sous-espaces, ST pour la target, donc pour la cacahuète, et SB pour le background, c'est-à-dire pour la farine. Une fois que j'ai fait ça, il faut quand même que je choisisse la valeur des paramètres. Donc là, en particulier n. Donc on en a souvent parlé aujourd'hui. La dimension des sous-espaces qui représentent la variabilité, c'est quelque chose d'assez difficile à choisir. Alors on sait que je sais que si j'augmente n, je vais réduire le résidu de modélisation de ma farine et de ma cacahuète. Par contre, en augmentant n, je vais risquer l'overfitting, c'est-à-dire que je vais risquer le fait de confondre ma variabilité avec du bruit de mesure, et ça c'est quelque chose que je veux pas parce que je veux un détecteur qui soit assez robuste. Donc ça c'est quelque chose que je garde en tête pour la suite, et je vous expliquerai après comment j'ai choisi cette valeur de n. Dans un premier temps, on peut commencer à appliquer l'AMSD. Alors, pour ce faire, on prend un spectre X, alors quel qu'il soit, des produits purs ou des produits mélangés, et puis on va utiliser la NNLS, donc Non-Negative Least Square, donc c'est un peu comme la MCRLS, sauf qu'on n'adapte pas les signatures spectrales, pour obtenir les vecteurs d'abondance. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut reconstruire une estimation de X, et donc, puisqu'on a une estimation de X, on peut calculer des résidus. Alors, les résidus ici, j'ai dit RH0 parce qu'en fait, c'est les résidus sous l'hypothèse que la target est absente, puisque je décompose mon vecteur X sur la base SB, qui est la base liée à la farine. Et je peux faire exactement la même chose, cette fois pas sur la matrice SB, mais sur la matrice S, qui est une concaténation entre SB et ST. C'est-à-dire que là, je demande à la NLS de m'estimer le vecteur X si je lui introduis de la farine de blé et de la cacahuète. Et en faisant ça, je vais obtenir de la même façon que tout à l'heure des résidus, mais sous l'hypothèse H1, c'est-à-dire la target est présente. En faisant ça, pour chaque vecteur X, donc pour chaque spectre, je vais obtenir 2 résidus, et je vais pouvoir calculer ce ratio que vous voyez ici, qui est en fait le ratio de la MSD. Donc ça, c'est une première partie de l'algorithme, mais il faut une deuxième partie, puisqu'il faut savoir quand est-ce que ce ratio nous indique qu'il y a présence de cacahuètes et quand est-ce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de présence de cacahuètes. Donc il faut calculer et trouver la valeur de ce seuil qui est ici θ. Donc pour faire ça, la méthode que j'ai utilisée, c'est d'appliquer le ratio de la MSD sur les images pures. Alors je fais ça parce que sur les images pures, je connais exactement les valeurs de référence. C'est-à-dire que pour les échantillons, pour la farine de blé, je sais que toutes les réponses doivent être à 0, et pour la cacahuète, je sais que toutes les réponses doivent être à 1. Du coup, je vais obtenir un histogramme comme au début de la présentation. Et ici, je vais essayer de placer le seuil θ qui convient pour faire la bonne détection. Alors, l'idée ici, c'est de satisfaire ces deux conditions, c'est-à-dire de maximiser la détection. Donc, toutes les particules de cacahuète doivent être détectées, et par contre, aucune particule de farine de blé ne doit l'être. Donc là, ici, typiquement, pour cet histogramme, ça semble marcher. Et on peut voir ici qu'on a une influence du paramètre n, c'est-à-dire de la dimension des sous-espaces utilisés, puisque quand on utilise un sous-espace qui est beaucoup trop simpliste, c'est-à-dire n égale 1, en fait les deux histogrammes se recoupent. Donc c'est pas possible déjà sur les images pures de retrouver une valeur du seuil qui va nous permettre de faire la détection. Donc là c'est pas bon signe. Par contre, quand on passe à un sous-espace de dimension 2, là on peut en trouver un.
Donc déjà, ça nous indique que n égale 1, c'est pas un bon choix, n égale 2, c'est un meilleur choix. Bon, quid de n égale 3, là, c'est un autre choix à faire. Là, ce qu'on peut faire pour finir, c'est appliquer ce détecteur, donc toute l'équation, avec l'application du seuil à la fin, sur les images tests. Alors les images tests, ce sont des cubes dans lesquels les images sont concentrées à 20% de cacahuètes, à 10%, à 5%, etc. Et donc on va pouvoir voir, en appliquant la MSD, en fait, un vecteur de décision de 0 et de 1. Donc 0 pour pas de détection, 1 pour détection de cacahuètes. Et quand on va reformer les images de ces vecteurs-là, on va obtenir des quarts de détection. Donc en blanc, ce que vous voyez, ce sont des pixels détectés. Donc là, vous avez des quarts de détection, tous pour les mêmes échantillons, mais avec une valeur de n qui évolue. Alors là, c'est pour essayer de comprendre comment n influe sur la détection. Et ce qu'on voit ici, dans le petit encadré rouge, c'est que pour n égale 1, on a des pixels détectés, mais on en a plus pour n égale 2. Ce qui veut dire qu'effectivement, apparemment, ajouter de la variabilité dans le modèle permet de détecter plus de particules que si on a un modèle assez simpliste à une composante. Pour n égale 3, on a un peu moins de pixels détectés que n égale 2. Alors, peut-être qu'on peut interpréter ça comme de l'overfitting en se disant que n égale 3, la troisième composante va ressembler plus à du bruit capté sur les images pures. Mais c'est une interprétation, il y en a peut-être d'autres. Alors, on peut aussi appliquer la MSD sur des concentrations différentes. Donc là, 20, 10 et 5%. Et on voit bien qu'on diminue le nombre de pixels blancs. Donc on en détecte moins. Pour vérifier un peu la cohérence des résultats et pour conclure sur l'application de cette AMSD, si on compte le nombre de pixels détectés dans chaque image et qu'on le place sur un graphe, on va pouvoir calculer la corrélation entre les concentrations des échantillons globaux de base et puis le nombre de pixels détectés. Et on obtient des scores, des scores de corrélation qui sont assez satisfaisants, dans le sens où ils montrent que, bon, même pour n égale 1, finalement, on a une certaine cohérence de détection. Même si on n'arrive pas à détecter tous les pixels, au moins il y a une cohérence entre le nombre de pixels détectés à 20% et le nombre de pixels détectés à 5%. Donc pour conclure sur l'utilisation de cet algorithme sur ce type d'image, on peut dire que c'est assez adapté puisque ça fournit un cadre de travail avec un test d'hypothèse qui est assez clair et assez adapté, je trouve, à ce problème-là. En plus, il permet d'ajouter de la variabilité à ce type de problème, ce qui est toujours un peu compliqué parce que quand on cherche une cible, la cible n'est pas unique dans le sens où c'est pas juste un spectre moyen, la cible peut avoir de la variabilité, donc c'est intéressant de la modéliser. On a des résultats au niveau des quarts de détection qui sont assez convaincants vu qu'on a des scores de corrélation qui sont assez hauts et en plus on a une certaine stabilité des quarts de détection même en changeant la valeur de n. Donc on a quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis dernier point, c'est qu'on a aussi réussi à détecter des particules, même quand la concentration globale des échantillons est de 200 ppm. Alors ça ne veut pas dire que le détecteur est sensible à 200 ppm, ça veut dire qu'on a eu la chance de voir une particule dans cet échantillon concentré à 200 ppm. Ce qui pose la question de savoir quelle est la sensibilité de ce détecteur, et ça, je ne peux pas répondre pour l'instant parce que j'ai pas de valeur de référence au niveau du pixel, et il faudrait que je passe par de la simulation pour en savoir un peu plus de ce côté-là. Mais au niveau expérience, j'ai pour l'instant pas les données pour répondre à cette question. Donc merci beaucoup pour votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Donc, on a le temps pour quelques questions. Le temps est parfaitement bien respecté. Oui, là, donc, il faudrait qu'on a un micro. Allez. C'était au sujet des pré-traitements que vous faites sur les spectres. Oui. S'il s'agit de différencier deux types de farine, on peut imaginer que vous soyez tenté de différencier les spectres. Et je me pose la question, c'est si vous différenciez les spectres, est-ce que vous pouvez faire de la non-négative least square sur ces spectres dérivés? Non, les spectres ne sont pas dérivés, justement. Enfin, si c'est la question sous-jacente. Oui, c'est-à-dire, en fait, la NNLS ne peut se faire que sur les spectres que vous avez traités
que vous n'avez pas pré-traités, ou vous faites une correction de ligne de base simplement? Alors là, les spectres, justement, j'essaie d'avoir une... en fait, déjà, quand j'utilise NLS, je suis obligé d'avoir des spectres qui sont positifs. Donc moi, je les ai réajustés pour pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Après, ils sont restés en mode réflectance. Ils ont été ajustés, je crois, via SNV, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de... Non, mais je remonte pour avoir... D'accord, c'était en fait la question. Je me demandais quel pré-traitement on pouvait faire en appliquant un NLS, quoi. C'était ça. C'est assez arbitraire. En fait, finalement, moi, je les remonte en disant que bon, bah, la base à 0, elle est... ma 0, c'est ma nouvelle base, quoi. Je peux pas... Sinon, l'algorithme ne fonctionne pas, ouais, effectivement. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Merci, c'était une très belle présentation. Je me demandais à un moment en quoi c'était un problème d'imagerie s'il n'y a pas d'information spatiale. Non, je sais que c'est provocateur comme question, mais quelles seraient des approches alternatives puisque finalement, si je comprends bien à la fin, il n'y a pas de ground truth, à savoir si les endroits, les pixels sous lesquels on détecte sont ceux où effectivement... C'est vrai qu'au départ, c'est une démarche assez naïve de se dire bon, bah, on a un échantillon, on a envie de savoir où sont les pixels, et puis après on se rend compte, ah bon, en fait, on ne pourra jamais savoir où ils sont, parce que tout simplement, on ne le voit pas, et on ne pourra pas dire à chaque pixel, voilà, est associé telle concentration. Alors par contre, cet aspect... Alors j'ai dit au début que je faisais l'hypothèse que mes poudres étaient mélangées de manière homogène, et en fait, à cause du fait que les granulos sont très fines, c'est pas du tout vrai. Et du coup, peut-être que justement, je peux exploiter cet aspect-là, parce que sur les cartes de détection, on s'aperçoit que c'est rare, et je crois que ça n'arrive même jamais, qu'il y ait un seul pixel détecté tout seul au milieu de rien. Alors peut-être que je peux exploiter ça, mais j'ai encore du mal à formuler l'hypothèse qui me permettrait d'ajouter quelque chose de pertinent d'un point de vue spatial. Donc ça à réfléchir. En même temps que tu parles, ça fonctionnerait ou ça serait possible d'étendre l'approche à des situations où il y aurait des interférents, quoi. En plus de cacahuètes, tu mets un petit peu de je sais pas quoi. Comment tu envisages la chose en situation réaliste où ta farine est non seulement polluée par de la farine de cacahuètes, mais il y a aussi d'autres types de farine. Ah, vous voulez dire plusieurs... C'est ce qui risque qui potentiellement peut se passer en réalité, c'est-à-dire est-ce qu'on sait détecter la cacahuète en présence de la farine classique plus d'autres interférents dans ce type d'approche? Est-ce qu'on pourrait? Alors, c'est justement les données dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait ça, mais pas avec de la farine de blé, avec de la préparation pour gâteau par exemple, où là on a du sucre, on a de la farine, de l'amidon, des choses comme ça. Et il me semble que le cadre de travail que propose le test d'hypothèse et l'AMSD est compatible avec ça. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça marche, mais comme déjà j'ai réussi à modéliser la variabilité de la farine avec plusieurs composantes, je pourrais imaginer que je pourrais tout aussi bien modéliser du sucre, de l'amidon, des œufs, des choses comme ça, et continuer à dire que mon hypothèse H1, c'est qu'il y a ce constituant qui vient en plus. Donc le cadre de travail me paraît bon. Après, est-ce que ça marche? Je ne peux pas répondre encore. J'espère. Ok, merci. Merci.